Donc, bonjour tout le monde. Michael Sinatra, directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur les domaines numériques, qui a le grand plaisir d'accueillir ce matin Christophe Coupé dans le cadre de sa visite comme chercheur invité au CRIN, où on a le plaisir de l'avoir faire plusieurs présentations au colloque en l'honneur de Stéphane Sinclair la semaine dernière. Il est intervenu à Sherbrooke cette semaine et nous nous retrouvons aussi la semaine prochaine à Chicoutimi. Mais là, aujourd'hui, c'est au centre à l'Université de Montréal. Donc, sans plus tarder, Christophe, je te passe la parole pour ta conférence. Débit de parole, non, débit d'information, variation interlangue et variation interindividuelle. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci pour cette invitation. Je suis très content. C'est la première fois que je viens au Canada, donc je découvre et ça me plaît bien. Je suis conscient que cette présentation-là, c'est pas la présentation la plus orientée humanité numérique. Je fais différentes choses, mais c'est quelque chose sur lequel je travaillais pendant assez longtemps et je pense que ça offre une perspective sur le langage et les langues qui, j'espère, vous trouverez intéressante. Et en fait, juste pour vous donner l'arrière-plan, je vais peut-être essayer de monter ça un tout petit peu. Voilà. En fait, c'est un travail avec différentes personnes, en particulier au laboratoire dynamique du langage, qui est un laboratoire à Lyon, où Jean-Philippe était il y a longtemps, et moi aussi, par le passé. Et voilà, on travaille sur les langues du monde avec l'idée de mesurer, en gros, le débit de parole, à quelle vitesse on parle, et puis aussi à quelle vitesse on transmet de l'information. Donc c'est ce dont je vais vous parler. Donc voilà les personnes avec qui j'ai travaillé en particulier sur ces sujets-là, qui sont plus forcément à DDL maintenant, mais qui étaient par le passé. Et voilà, en fait, on a tout un tas de publications qui s'échelonnent au cours du temps, et puis je vais piocher des choses dans ces publications-là. Si jamais vous êtes intéressé, évidemment, je peux partager tout ça avec vous. Mais on a voilà, essayé de progresser au cours du temps, et je vais prendre en fait une approche chronologique, parce que je pense que c'est celle qui permet de mieux expliquer ce qu'on a fait et d'ajouter des éléments au fur et à mesure. Donc, je vais faire une petite introduction sur la complexité et l'efficacité des langues, et sur l'information. Et puis, je parlerai d'une première étude en 2011 où on a essayé vraiment de mesurer le débit de parole et d'estimer voilà, l'information, la quantité d'information par unité de temps. Et puis, deux autres études après où on a essayé de rajouter des choses et de corriger des petits problèmes qu'on avait dans la première étude, ou des pas si petits problèmes. Voilà l'idée pour l'organisation de la présentation. Donc, je vais commencer par quelque chose de vraiment très général, c'est que si vous regardez le règne animal, et on peut s'inclure dans le règne animal, la transmission d'informations, c'est le fondement des systèmes de communication. Ce pas toutes les espèces qui vont beaucoup communiquer, il y a des espèces plus ou moins sociales, mais pour les espèces sociales, parmi les sources d'informations qu'elles ont pour adapter leur comportement, pour survivre, pour vivre, la communication avec les autres, c'est une source importante d'informations. C'est très général. Mais bon, c'est assez clair. C'est le cas pour le langage, qui est un système de communication parmi d'autres. Et c'est une des différentes fonctions du langage, parce qu'on utilise le langage pour échanger de l'information les uns avec les autres, ça c'est important. Mais le langage, il a aussi une fonction cognitive, ne serait-ce que parce que la petite voix qu'on a dans la tête, la conscience, ben, c'est une voix, ça parle dans une langue, ou parfois dans différentes langues, suivant les personnes. Donc il y a cette fonction cognitive, ça structure la cognition. Et puis il y a aussi une fonction sociale, puisque quand on parle, on exprime aussi qui on est. Euh, bon, tout ce qui a à voir avec la sociolinguistique. Si on pense à l'information, information, c'est un mot très protéiforme, ça couvre plein de choses, théorie de l'information, science de l'information. Et si on veut travailler là-dessus en étudiant les langues, on veut mesurer les débits, ben, il faut essayer de le quantifier si on y arrive pour le rendre un peu opérationnel, ce concept. Donc c'est ce à quoi enfin, on s'est penché sur cette question-là au cours des dernières années. Et si on prend le langage, en tout cas, si on regarde la plupart des langues du monde, bah, c'est un système de communication dans le domaine acoustique et c'est linéaire. Donc on a des mots, des sons, des phrases, c'est organisé en séquence au cours du temps. Et puis, dans une partie des langues, mais pas la majorité, on a aussi de l'écrit et pas tous les systèmes d'écriture, mais en tout cas un grand nombre, ils sont aussi organisés linéairement. Donc, on a les mots qui se suivent les uns après les autres. Donc la question qu'on peut se poser, c'est cette information qu'on communique aux autres quand on parle et que les autres reçoivent, comment est-ce qu'elle est distribuée le long des séquences linguistiques? Parce que quand on prend deux langues, la façon dont elles encodent le sens dans les mots, c'est pas forcément toujours la même chose. Il y a des langues qui vont prêter plus d'attention à certains domaines sémantiques que d'autres, à cause de l'environnement dans lequel vivent les locuteurs, par exemple. Et puis il y a des différences grammaticales. Il y a des langues où on va avoir un mot un morphème. Un morphème, c'est une unité basique de sens.
des langues où on va avoir plusieurs morphèmes et parfois énormément de morphèmes dans un seul mot, les langues agglutinantes. Et puis on a des langues comme le français, par exemple, où vous avez différents morphèmes qui fusionnent et qui se transforment quand ils sont mis ensemble. Et vous pensez au plaisir d'apprendre les conjugaisons des verbes du français quand on est petit, quoi, ou grand. Donc voilà, comment ça se distribue? Et puis une façon de, vu que c'est quelque chose dans le temps, comment est-ce que l'information elle se distribue dans le temps? Voilà. Vraiment, une question, pour démarrer, des questions très générales. On pourrait prendre la première approche et de se dire, bah, c'est complètement au hasard. On a l'information, on la saupoudre dans les mots, sur les mots, sur les syllabes. Mais si c'est vraiment aléatoire, bah, de temps en temps, il va y en avoir vraiment pas beaucoup, et de temps en temps, il va y avoir des pics d'information, juste par le biais du hasard. Et le problème, c'est que ça, une distribution comme ça, et des pics d'information, c'est pas quelque chose qui a l'air très, très pertinent pour la langue, parce qu'on a cette idée qu'il y a des principes de faire moins d'efforts, à la fois quand on produit et à la fois quand on reçoit la langue, quand on reçoit du discours. Si vous avez des pics d'information importants et que vous essayez de comprendre ce que la personne vous dit, bah, ça va vous créer des difficultés à comprendre. Et ça, ça paraît pas le plus raisonnable. Donc, il est plus raisonnable de penser qu'il y a une distribution un peu stratégique de l'information sur les unités linguistiques. Et donc, il y a une forme de régulation de l'information dans la parole. Voilà. Donc, c'est ce sur quoi on va travailler. Et un autre point, je pense, je ne sais pas, vous pouvez me dire, on a souvent l'impression qu'il y a des langues qui sont plus rapides que d'autres. Souvent, on va dire les Japonais, les Espagnols, ils parlent très vite. Voilà. Le débit de parole, on peut mesurer ça, on peut mesurer le nombre de syllabes par seconde, le nombre de morphèmes, le nombre de mots, le nombre peut-être encore d'autres choses. Est-ce que c'est des impressions? Est-ce que concrètement, effectivement, il y a des différences? Est-ce qu'on peut les mesurer? Après, dans une langue, il y a des gens qui parlent très vite et il y a des gens qui parlent moins vite. Donc, il y a une variabilité interindividuelle. Mais voilà, comment il y a le niveau de la langue, le niveau de l'individu, comment ça s'articule, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une impression qui peut être vérifiée? Voilà. Est-ce qu'il y a des langues rapides, comme l'espagnol ou le japonais, et d'autres qui sont plus lentes? Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut se dire que s'il y a des langues qui sont plus rapides, où on parle plus vite en moyenne, bon, on transmet plus d'informations par unité de temps, et donc ça donnerait un peu l'impression que la langue elle est plus efficace qu'une langue où on est plus lent. Et ça, c'est une question vraiment intéressante, c'est la question de l'efficacité des langues. Et ça, historiquement, si on remonte on va dire, à peu près 150 ans, les gens ils travaillent beaucoup sur les langues indo-européennes, parce que la plupart des chercheurs, des linguistes se trouvent en Europe à cette époque-là. Et il y a des idées qui flottent comme quoi bah, ces langues-là, à cause de leur riche système de déclinaison, ce qu'on appelle la morphologie fonctionnelle, bah, ces langues, elles sont plus nuancées, elles sont plus riches, elles sont plus sophistiquées que d'autres langues comme le mandarin par exemple, et on se pose le chinois, mandarin. Et il y a des gens qui se posent la question, mais comment c'est possible d'avoir une civilisation chinoise aussi riche avec une langue qui est aussi pauvre d'une certaine façon? Et alors bon, là il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de stéréotypes, et au cours du XXe siècle, on est passé à quelque chose d'un peu différent, et on a une vision plus égalitaire des langues, avec des idées qui se vérifient très bien, comme ce qu'on peut dire dans une langue, on peut le dire dans n'importe quelle autre langue. On ne va pas le dire de la même façon. Il y a des mots qu'on va devoir remplacer par des petites périphrases, des choses comme ça. Il y a des stratégies pour encoder le sens différentes. Mais néanmoins, ce qu'on peut dire dans une langue, on peut le dire ailleurs et ça marche. Et donc les langues sont égales dans ce sens-là. On entend aussi des fois que toutes les langues sont également complexes. C'est quelque chose qu'on trouve dans plein d'ouvrages. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, pour le prouver, il faut mesurer la complexité, et ça, c'est difficile, et c'est parfois remis en question. Donc, il y a un débat, par exemple, les langues créoles. Est-ce qu'elles sont également complexes aux langues non créoles? Est-ce qu'elles sont à part? Et il y a tout un tas d'études qui vont dans un sens ou dans l'autre. Et est-ce que c'est complètement clair aujourd'hui? Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est le cas, mais c'est une proposition qui est difficile à valider. Alors, pour s'en sortir, on peut prendre une lecture un peu différente, une lecture informationnelle. Est-ce que toutes les langues, elles transmettent de l'information avec des débits similaires? Alors, il y a le débit de parole et le débit d'information. Est-ce que c'est la même chose? Voilà. Ça, c'est vraiment les points de départ de ce travail-là. Donc, je vais vous présenter une première étude. Et c'est une étude qui a très bien marché. Donc, elle est citée des centaines de fois. Et ce qui est rigolo, c'est que souvent, quand on a les gens à qui on a présenté cette étude-là de 2011, ils nous ont dit, ah, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce qu'en fait, c'était vraiment pas compliqué. C'est vraiment simple ce qu'on a fait, il y a rien d'extraordinaire, mais ça a mis le doigt sur quelque chose qui rencontrait, je pense, des questions qu'avaient les gens et en particulier le grand public. Donc voilà, l'étude, elle a bien marché, on était assez content avec ça, forcément. Et donc l'objectif, c'est voilà, comparer le débit de parole de plusieurs langues et puis comment considérer un peu l'encodage de l'information dans ces langues-là et la vitesse à laquelle ces langues transmettent de l'information.
Et évidemment, quand je vous dis ça, le débit de parole et le débit d'information, c'est pas tout à fait la même chose en fait. Il y a une composante en plus à avoir, enfin, qui rentre dans l'équation. Donc on est parti d'un corpus, qui s'appelle le corpus multexte. Et en fait, dans ce corpus-là, vous avez une vingtaine de textes en anglais qui sont traduits assez bien dans d'autres langues. Et nous, on a pris 6 langues plus une, donc une langue qui a un statut un peu particulier, vous allez voir pourquoi dans 2 minutes. Il y a l'allemand, l'espagnol, le français, l'italien, le japonais, le mandarin. Et puis, c'est des textes courts, il y a 5 phrases par texte. Et c'est des textes, je dirais, de la vie courante. Quelqu'un qui appelle, bonjour, j'aimerais commander une pizza, est-ce que vous pouvez la livrer ici? Ou ma machine à laver est en panne. Des textes, voilà, rien d'extraordinaire, on va dire, des textes de la vie courante, on pourrait dire. Et c'est adapté au contexte de la langue. Donc, si vous êtes aux États-Unis, que vous commandez une pizza, l'adresse, c'est une adresse aux États-Unis. Et si vous avez le texte en français, l'adresse, c'est une adresse à Lyon ou à Orléans. Donc, voilà, pour faire sens, on va dire. Et puis, c'est des textes qui sont lus à voix haute et enregistrés, et on a des locuteurs, hommes et femmes, 6 à 10 locuteurs par langue, et ça nous fait voilà, 3 heures d'enregistrement, 67 locuteurs. Là, les personnes lisent le texte un petit peu au début pour se familiariser, et après, elles le lisent à voix haute, on enregistre, et c'est notre source de données. Voilà, c'est avec ça qu'on va travailler. Donc, pas quelque chose d'extrêmement compliqué, des textes. Voilà un exemple. En anglais, can you give me a list of restaurants in the neighborhood? I live in Clancy Street, NW1, blah, blah, blah. I'd prefer it not to be vegetarian. And après, vous avez la traduction en français. Bon, cette fois, c'est j'habite rue Lagny à Nation. Je préférerais que ce ne soit pas végétarien. Pouvez-vous me donner une liste de restaurants du quartier? Et si vous parlez italien, vous pouvez vérifier que c'est pas très loin. Et si vous parlez chinois ou japonais, Il n'y a pas l'adresse, hein, évidemment. alors voilà, les traductions sont assez proches, c'est pas toujours parfait, on a retravaillé ça par la suite, mais dans cette première étude, on était un peu feignant, on a pris directement les traductions du corpus et dans les différentes langues. Voilà. Très simple, première chose qu'on a fait, on a mesuré le débit syllabique. Alors on s'est basé sur la syllabe pour différentes raisons, pour gagner du temps, je ne vais pas rentrer dedans, mais je peux revenir là-dessus par la suite. On a mesuré pour un texte dans une langue, pour un locuteur, le nombre de syllabes par seconde de ce locuteur-là. Voilà, avec des locuteurs qui parlent un peu plus vite et un peu moins vite. Et puis pour se concentrer vraiment sur ce qui importait le plus, des fois on a des pauses un peu longues. On a enlevé les pauses un peu trop longues, donc plus de 150 millisecondes, on a tout découpé. Ça, c'était un peu fastidieux, mais pour estimer quelque chose, voilà, un débit articulatoire. Et puis quand on a tous les textes et tous les locuteurs pour une langue, bah, on peut calculer un débit syllabique moyen pour la langue. On fait la moyenne de tous les textes, de tous les locuteurs, et on se retrouve avec le débit de syllabes par seconde de la langue. C'est moyenné, mais ça nous donne une information au niveau de la langue. L'autre chose à laquelle on s'est intéressé, c'est l'information. Donc quand vous avez un texte, on peut dire, voilà, pour commencer, bah, ce texte contient de l'information sémantique, une certaine quantité. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on estime une quantité comme ça? Ce n'est pas du tout évident mathématiquement. Comment est-ce qu'on arrive à quelque chose? 35 unités d'information pour ce texte-là. Alors ça, c'était un peu difficile en 2011, c'est un peu moins difficile aujourd'hui avec les grands modèles de langage, j'y reviendrai par la suite. Mais une chose qu'on a, c'est que comme on a des traductions d'un même texte d'une langue à une autre, le contenu sémantique et la quantité d'information, ça devrait être la même pour un texte d'une langue à une autre. Et est-ce qu'on peut mettre ça à profit pour arriver à estimer quelque chose d'intéressant, pertinent pour nous? Ça, c'est ce qu'on a fait avec une petite astuce. Dans chaque texte, pour une langue, on a compté combien il y a de syllabes. Donc on a le nombre de syllabes, et l'idée c'est que si vous avez la quantité d'informations et le nombre de syllabes, bah, si vous divisez la quantité d'informations par le nombre de syllabes, vous avez en moyenne, pour ce texte-là, dans cette langue-là, la quantité d'informations portée par une syllabe en moyenne. Voilà. Donc ça, c'est la quantité totale d'informations divisée par le nombre de syllabes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a normalisé ça. Donc on a pris une langue de référence, on a pris le vietnamien, parce que on aurait pu prendre d'autres langues, mais voilà, pourquoi pas le vietnamien, c'est une langue isolante, donc généralement un mot, c'est un morphème, une unité de sens, et on a divisé en gros la densité d'information pour une syllabe dans une langue cible par la densité d'information dans le vietnamien. Et quand vous faites ça, vous avez cette petite équation là, et ce qu'on voit, c'est que la quantité totale d'information, elle apparaît au numérateur et au dénominateur, et on peut le simplifier. Donc, avec cette petite astuce de normalisation, on n'a pas besoin de calculer la quantité totale d'informations. Et ça nous arrange bien parce qu'on ne sait pas comment faire. Mais comme c'est des traductions, à peu près, c'est la même chose d'une langue à une autre. Et donc, on peut simplifier. Et donc, la densité d'informations syllabiques, combien il y a d'informations en moyenne par syllabe? Et bien, en fait, c'est le nombre de syllabes du texte en vietnamien divisé par le nombre de syllabes dans la langue cible.
Et ça, c'est pas très difficile à calculer une fois qu'on a compté les syllabes. Et donc ça nous dit, en moyenne, pour un texte, combien il y a d'informations par syllabe. Et puis, on prend tous les textes de la langue, encore une fois en moyenne, et on sait pour la langue, en moyenne, combien il y a d'informations portées par une syllabe. Voilà. Donc, on a le débit de parole et on a la densité d'informations. On fait un petit schéma qui montre les deux et on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc, on voit que donc en vert, c'est la quantité d'informations portées par seconde. Et on voit qu'il y a des langues comme le japonais où il y a une petite quantité, enfin, en tout cas, il y a une quantité d'informations qui est assez faible. Et si on classe tout ça par densité d'informations croissante, ben on voit qu'il y a une langue comme le mandarin où il y a quasiment 2 fois plus d'informations en moyenne portées par syllabe. Donc on voit que les langues ne sont pas tout à fait les mêmes en termes de combien il y a d'informations portées par une petite unité comme la syllabe. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est regarder les débits de parole en nombre de syllabes par seconde. Et ce qu'en gros, on voit, c'est que quand on augmente, les barres vertes grandissent, bah, les barres rouges, qui correspondent au débit de parole, diminuent. Et là encore, on voit qu'il y a des différences qui sont assez claires. C'est mesuré, voilà, pour le japonais, avec nos locuteurs, nos données, en moyenne, presque 8 syllabes par seconde. En mandarin, 5 syllabes par seconde. C'est pas un rapport de 1 à 2, mais ça veut dire quand même qu'il y a un gros écart, quoi. Et donc, on voit qu'il y a quelque chose qui s'établit. Plus on parle vite, moins il y a d'informations par syllabe, et inversement. Il y a un trade-off. En français, compromis, ça, je trouve pas que c'est un peu bizarre. Je vais garder le terme de trade-off. On voit que les langues, voilà, sont vraiment pas, sont assez dissemblables en termes du débit de parole et de combien il y a d'informations par syllabe. Donc, on peut faire un petit calcul de corrélation. Il y a une corrélation négative, c'est bien significatif, entre la vitesse à laquelle on parle et la quantité d'informations par unité qui est transmise. Et puis ce qu'on peut faire, c'est que quand on a la quantité d'informations par syllabe et le nombre de syllabes par seconde, ben, si on fait le produit des deux, on se retrouve avec la quantité d'informations par unité de temps, par seconde ici. Et ça, c'est le débit d'information. C'est juste le produit des deux. Pas beaucoup plus compliqué que ça. Et donc là, on voit il y a des petites différences entre les langues, mais le débit d'information est beaucoup plus proche, enfin, varie beaucoup moins d'une langue à une autre que le débit de parole ou que la quantité d'information. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il y a des langues qui encodent le sens de façon différente. Il y a des stratégies d'encodage du sens différentes d'une langue à une autre. Il y a des langues comme l'espagnol, on parle vite, mais les syllabes sont peu denses en information. Et puis, il y a une langue comme le mandarin, ben, le débit syllabique, il est plus d'un tiers plus lent qu'en espagnol, mais par contre, les syllabes sont beaucoup plus denses. Et si vous réfléchissez, par exemple, au japonais et au mandarin, en japonais, toutes les syllabes, en gros, c'est consonne-voyelle. Plus consonne-voyelle, consonne, pour, de temps en temps, et la dernière consonne, c'est un nœud. Mais donc, c'est toujours consonne-voyelle, c'est assez simple. En mandarin, vous pouvez avoir des choses plus compliquées, et puis il y a des tons en plus, et en gros, les syllabes sont plus complexes, et donc quelque part, c'est pas forcément étonnant, parce qu'on peut encoder plus dans une syllabe, parce qu'on a plus de moyens de contraster les syllabes, les unes par rapport aux autres. Et si vous regardez des langues comme le serbe, par exemple, où vous avez des trucs, des mots comme, alors là, ma bouche est un peu sèche, mais storchlien, vous avez en gros consonne, 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 voyelle, consonne, consonne, enfin, des choses très dures à apprendre quand on veut apprendre le serbe. Voilà, on a ces différences-là. Le mandarin et l'espagnol sont très différents en termes de débit de parole et de densité d'information, mais leur débit d'information, c'est 4% d'écart, donc c'est quasiment la même chose. Tous les débits ne sont pas complètement identiques, il y a des différences significatives, par exemple entre le japonais et l'anglais, mais on n'a pas creusé, et vraiment, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est la différence avec les deux autres variables qu'on avait mesurées. Voilà. Donc on a publié ce papier-là, ça a reçu un bon écho, encore une fois, on était assez contents. Ça répondait à des choses un peu de fond. Est-ce que c'était parfait? Pas du tout. Déjà, c'est des textes lus, c'est pas de la parole libre. Et quand on lit, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte, et on aimerait plutôt regarder ça avec de la parole spontanée. Donc ça, à l'époque, on n'a pas fait ça. Et puis, on a un petit échantillon de langues. Il y a 5 langues qui sont des langues indo-européennes. Donc, il y a peu de variations en termes d'encoder le sens, variations typologiques. Est-ce que ce trade-off qu'on a vu, est-ce qu'il est vraiment valable pour toutes les langues du monde ou c'est un petit artefact qu'on a dans les langues européennes? Alors, on a le japonais, on a le mandarin, mais est-ce qu'on peut avoir des bases plus solides pour parler de tout ça? Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire dans une deuxième étude qui est parue en 2019 et où on a rajouté un peu des considérations, différentes choses
Pour être honnête, on a refait un peu la même. Les gens ont toujours été assez contents. Donc, bon, et ça a à nouveau reçu pas mal d'échos. Encore une fois, le sujet est resté intéressant pour les gens quelques années après. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de considérer plus de langues, des langues plus variées. Et puis, on a aussi envisagé une approche de l'information un petit peu différente. Je vais vous expliquer ça. Cette fois, on a pris 17 langues, et ces langues-là, on a essayé d'avoir plus de familles linguistiques. Donc, on a le basque, par exemple, ce qui est un isolat linguistique. On a toujours le japonais, on a le coréen, on a le thaï. Donc, ça, c'est la famille thaï-kadai. On a du turc, on a du vietnamien, on a des langues indo-européennes, encore une fois, mais on a plus de diversité. Et puis, ces langues-là, par exemple, si vous regardez le nombre de syllabes qu'elles ont, le nombre de syllabes différentes, bah, vous avez une langue comme l'anglais, vous avez quasiment 7000 syllabes différentes. Une langue comme le japonais, vous en avez 640. Et puis, par exemple, voilà, le finnois, vous en avez 3800. Et puis en plus, si on regarde ces syllabes, mais c'est pas seulement les syllabes, c'est aussi avoir des tons, pas avoir de tons, avoir des cas, ne pas en avoir, l'ordre des mots, comment ça s'organise dans la phrase. On a de la diversité. Et si on reste sur les syllabes, bah, il y a des syllabes avec des structures très compliquées, en anglais par exemple, en allemand, en hongrois, et en serbe, je vais donner un petit exemple tout à l'heure, et puis il y a d'autres langues où c'est différent. Voilà. Donc on a un échantillon quand même qui est plus robuste, et on travaille, on laisse 5 textes de côté, parce qu'on a bien vu qu'il y en a 5 qui sont un petit peu plus durs à traduire d'une langue à une autre, on voit que c'est pas forcément bien. Et puis on retravaille les traductions. Par exemple, on redemande pour l'anglais différentes traductions à des personnes qui sont bilingues, par exemple de l'anglais au français. Et on essaie de faire des consensus. On essaie vraiment d'avoir plus de qualité dans les traductions, même si c'est dur de faire quelque chose d'impeccable. Et puis c'est pas l'objectif non plus. On réenregistre des langues. On va enregistrer des langues dans des nouveaux endroits. En Chine, en Thaïlande, en Serbie, je m'occupe de ça. Et il y a des choses assez intéressantes qui arrivent. Donc, par exemple, j'ai enregistré le Khmer, donc au Cambodge. Et j'ai pas pu garder les enregistrements parce qu'il pleuvait tellement fort et avec le bruit sur les toits métalliques, en fait, c'était pas vraiment exploitable. Mais il y avait des choses intéressantes aussi, c'est que ben, même les étudiants dans les meilleures universités au Cambodge, ils ont un rapport à l'écrit qui est pas si simple que ça. Et en fait, la plupart, mais pas tous, lisent très lentement. Et ils parlent beaucoup plus vite que quand on les entend parler. On voit clairement que leur lecture est lente. Et puis, il y a des choses intéressantes, c'est que si vous faites enregistrer un texte sur ma machine à laver est cassée, à des étudiants qui viennent de la campagne du Cambodge, en fait, ils ne savent pas ce que c'est une machine à laver, nécessairement. Et ça paraît. Et oui, parce qu'au fin fond du Cambodge, il n'y a pas forcément d'électricité et il y a sûrement pas de, enfin, il y a très peu de machines à laver. Donc, ils savent à bout d'un moment ce que c'est une machine à laver, mais en tout cas, ça crée un rapport avec le contenu des textes qui était un peu difficile. Et donc, on a certaines langues qu'on a dû laisser de côté à la fin. Et puis, on a fait lire les textes une ou deux fois pour s'habituer. On a enregistré une lecture à voix basse. Alors, qu'est-ce qu'on enregistre de lecture à voix basse? C'est juste le temps que ça dure. Et une lecture à voix haute. Et je reviendrai pourquoi on enregistre à voix basse par la suite. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi on a fait ça, en fait? Donc, ce qu'on a fait, on a toujours mesuré le débit de parole avec les syllabes, et puis on a eu recours à la théorie de l'information, parce que quand on parle d'information, il y a un truc incontournable, c'est la théorie de l'information de Claude Shannon, qui est avec une formule, une mise en équation, enfin, c'est une approche mathématique. Et ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est qu'on n'a plus besoin de langue de référence, comme on avait utilisé le vietnamien avant, et on calcule ce qu'on appelle une entropie syllabique. Et comment on peut expliquer ça? C'est l'idée de dire que la quantité d'information qui est portée par une syllabe ou un mot ou autre chose, c'est lié à la surprise que génère l'apparition de cette syllabe. Donc pour vous donner un exemple clair de ça, c'est, je vous dis, le petit chat boit du. Si je vous dis bois du lait, vous n'allez être pas trop surpris. Si je vous dis le petit chat boit un shot de vodka, c'est un peu plus bizarre. Et donc l'idée, c'est qu'il y a plus d'informations dans shot de vodka que dans lait, parce que c'est plus surprenant, étant donné notre habitude avec la langue et de voir comment les mots ou les syllabes, là on reste au niveau de la syllabe, se succèdent les uns les autres, ou les unes les autres. Donc plus une syllabe est surprenante, moins elle est prévisible, plus elle porte d'informations. Et on a pris ça comme mesure de densité d'information, cette fois. Voilà. Quelque chose un peu différent, mais qui s'ancre dans la théorie voilà, bien connue de l'information. Et vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez dire, OK, je vais considérer dans la langue que toutes les syllabes, elles sont indépendantes les unes des autres. Et dans ces cas-là, ça simplifie un peu le calcul. Vous mesurez la fréquence d'apparition de la syllabe dans la langue. Et vous appliquez une formule qui est très connue en théorie de l'information. Vous prenez la probabilité fois le log de la probabilité et vous sommez tout ça pour avoir l'entropie de la langue. Voilà. Le problème, c'est qu'on sait bien que les syllabes, elles n'apparaissent pas indépendamment les unes des autres de la langue. C'est un postulat complètement irréaliste.
Donc, ce n'est pas ce qu'on a utilisé, ce n'est pas une entropie inconditionnelle, on est parti sur une entropie conditionnelle. On a fait un truc qui n'est pas superbe, mais c'était un premier pas en avant, c'est qu'on a pris, pour chaque syllabe, on a regardé la probabilité qu'elle apparaisse en fonction de la syllabe d'avant. Ce serait mieux d'avoir plus de syllabes, mais on a fait juste la syllabe d'avant. Et pour estimer ça, en fait, pour chaque langue, on a réussi à trouver de très longues listes de mots, où on a la composition du mot en syllabes, et puis on a la fréquence d'apparition du mot dans la langue. Donc on est capable de dire, en gros, cette syllabe-là, elle est plus ou moins surprenante en fonction de la syllabe juste avant, et on la mesurait pour toute la langue, et on peut regarder nos textes, on regarde les syllabes dans nos textes, et on estime tout ça, et on arrive à calculer donc une entropie conditionnelle de la langue qui prend en compte voilà, ces syllabes et à quel point elles sont surprenantes en fonction de leur contexte, même si le contexte c'est juste la syllabe d'avant. C'est pas parfait, mais c'est un pas en avant. Donc on recalcule tout ça, et à nouveau, on trouve que pour nos langues, on a une large plage de variation pour le débit syllabique. Il y a des langues qui sont autour de 5 syllabes par seconde, et il y a des langues comme le basque ou le japonais qui sont à près de 8 syllabes par seconde. Ça confirme ce qu'on a vu, rien d'étonnant, mais c'est établi un peu avec plus de langues, avec des langues plus variées. Et on retrouve notre compromis entre le débit de parole et puis la densité d'information, mesurée avec l'entropie. On voit qu'il y a des langues, comme le japonais ou le basque ici, où il y a peu d'informations par syllabe, mais le débit est vers 8 syllabes par seconde, c'est rapide et léger, on va dire. Et puis il y a des langues comme l'anglais ou le vietnamien, où le débit il est lent et la langue elle est dense d'une certaine façon. Et donc on a ce compromis. Et là, la densité, du coup, c'est pas l'équation d'avant, c'est celle calculée avec l'entropie. Exactement. OK. Donc là, on mesure des bits d'information. Et un bit, c'est 0 ou 1. On se rapproche un peu de Et donc, vous l'informatique. avez un résultat qui est très proche, même en changeant Ça tient très cette bien. adresse. Ça tient très bien. Merci. Donc, on a pas mal de variations dans le débit de parole. Puis, quand on calcule le débit d'information, ben, on se rend compte que là, encore une fois, la variation pour le débit d'information d'une langue à une autre, c'est beaucoup plus réduit. Il y a moins d'écart d'une langue à une autre. On peut calculer des coefficients de variation. C'est très net. Et la raison, c'est ce compromis entre le débit de parole et la quantité d'information portée en moyenne par les éléments, ici les syllabes. Très bien. Et puis, quand on fait le produit, voilà, en fait, on a l'impression que quand on prend toutes les langues et qu'on oublie, enfin, on fait une espèce de moyenne, on a une distribution gaussienne, et puis il y a le milieu de la distribution, en moyenne, ben, c'est 39 bits d'information par seconde. Ça pourrait être 40, ça pourrait être 38, ça ne devrait pas vous empêcher de dormir, mais en tout cas, quand on calcule, on trouve 39 bits d'information. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous dit, ces 39 bits d'information? Voilà. Est-ce que c'est un débit optimal pour l'échange d'informations? Et comme ce serait quelque chose d'optimal, bah, les langues, elles ont tendance à aller vers cet attracteur, vers ce débit qui marche bien. Alors, est-ce qu'il faut absolument que la langue, elle soit à 39 bits par seconde? Non. Et puis, quand on regarde les systèmes biologiques, on voit bien que des fois, il y a besoin il y a un contrôle optimal et puis satisfaisant, suffisant. Donc, l'idée, c'est de dire que si la langue, elle a un débit d'information qui n'est pas trop loin de l'attracteur, de cette valeur qui serait optimale, mais ce n'est pas vraiment l'idée de rester sur cette notion d'optimalité, bah, la langue, elle remplit son rôle. Pour le dire autrement, si vous avez une langue où le débit d'information par seconde est trop faible, bah, en gros, elle ne répond pas à nos besoins de communication. Donc, ça ne va pas assez vite, ça ne transmet pas assez d'informations par unité de temps pour être adapté à nos besoins de communication de l'information. Et puis, si c'est trop éloigné dans l'autre direction, s'il y a trop d'informations par unité de temps, ben, en fait, ça va être trop difficile soit à produire, soit à percevoir, à décoder, soit les deux en même temps. Donc, il y a cette idée qu'il y a un ensemble de contraintes fonctionnelles et cognitives qui, ensemble, ben, conduisent à un débit d'information, pas optimal, mais en tout cas satisfaisant, qui soit raisonnable pour les locuteurs, qui s'en accommodent bien, ça sert leurs besoins et ça ne leur complique pas trop la vie en même temps. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder et voir qu'il y a des correspondances entre ce rythme de 39 bits par seconde et le rythme en tout cas, d'une partie de l'activité neurophysiologique, comme on peut la mesurer dans le cerveau. Et donc, il y a cette idée qui vient d'autres chercheurs que, en fait, ces rythmes d'activité neurophysiologique, c'est une capacité qu'a notre cerveau de suivre la dynamique de la parole à travers les oscillations corticales. Donc, vous avez des oscillations au niveau des syllabes, et en fait, le cerveau va reproduire des oscillations à peu près au même rythme, et ça jouerait dans la compréhension de la parole. Donc, il y a un ancrage neurophysiologique, mais qui est lié à nos besoins de communication et à nos capacités de traitement, de production, de compréhension de l'information.
Alors après, on peut se poser des questions intéressantes. C'est par exemple, la densité d'information, elle vient de la langue, elle vient de comment elle est structurée, elle vient des mots, de comment ils interagissent les uns avec les autres. Alors que le débit de parole, c'est plutôt au niveau du locuteur. Donc si vous avez une langue qui change au cours du temps, que la façon dont l'information est distribuée sur les unités linguistiques change, est-ce que ça veut dire qu'au cours du temps, si on avait la possibilité de le mesurer, on verrait que le débit des locuteurs s'adapte au cours du temps, en accélérant en moyenne ou en ralentissant, toujours pour rester pas trop loin d'un débit d'information qui soit satisfaisant. Alors ça, c'est un peu difficile à mesurer, mais on peut imaginer plein de trucs. On pourrait mesurer dans différentes régions du Québec. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que si vous avez des locuteurs bilingues, qu'est-ce que ça donne? Il y a plein de questions intéressantes qui peuvent être encore creusées. Et nous, notre résultat s'est établi entre les langues, mais en fait, il y a pas mal d'études maintenant au sein des langues. Donc, par exemple, vous pouvez voir, ça a été montré que l'information portée par les segments, donc pas par les phonèmes, mais par ouais, les phones, les voyelles, les consonnes, c'est lié à leur durée acoustique. Plus il y a d'informations, euh, plus ça dure longtemps, plus ça met longtemps à produire. On voit que quand on parle, par exemple en anglais, on va réguler la complexité syntaxique de ce qu'on dit. Enfin, en fonction de la complexité syntaxique et de l'information lexicale qu'on transmet, on va adapter son débit de parole. Donc ça, chaque individu fait ça. On ne parle pas tous avec le même débit sans arrêt. On vient moduler tout ça. Et à nouveau, il y a un compromis avec la quantité d'information. Et il y a des hypothèses comme quoi, par exemple, l'information est répartie de façon uniforme. Donc il y a cette hypothèse-là, Uniform Information Density Hypothesis, qui dit ça. Donc, c'est pas seulement entre les langues, c'est aussi au sein de la langue. On peut étudier ça, c'est intéressant. Néanmoins, avec cette étude-là, c'est toujours de la parole lue, c'est pas de la parole libre. C'est toujours au niveau des syllabes. Il y a de bonnes raisons pourquoi on est parti sur les syllabes, mais est-ce qu'on peut regarder au niveau des morphèmes ou des mots? Est-ce que ça change ou pas? Et puis notre calcul, il est basé sur des listes de mots. C'est pas génial, on peut faire mieux. En tout cas, aujourd'hui, on peut faire mieux. Et puis notre façon de mesurer l'information, ça recoupe pas exactement ce qu'on avait fait avant. Et peut-être il y aurait moyen de prendre les deux en compte. Et donc ça, c'est ce qu'on fait maintenant depuis 2-3 ans. Et cette fois, on travaille avec la parole spontanée et avec plus de données et on a complexifié un peu le truc. Donc on a un super corpus qui a été préparé par des linguistes comme Franck Seffart et ses collaborateurs. Il s'appelle Doreco, c'est très bien. Vous avez 53 langues, surtout des langues en danger, mais pas seulement. C'est un échantillon équilibré géographiquement et généalogiquement. Donc, vous avez plein de familles linguistiques. Vous voyez la distribution sur le globe. Il y a 53 langues. C'est principalement des narrations personnelles ou des narrations traditionnelles, des histoires ancrées dans la culture des locuteurs, des descriptions. Et pour la plupart des langues, on a la glose. Donc on a tout décomposé, voilà, les morphèmes, etc. C'est très riche. Tout est aligné au cours du temps. Donc on a le signal de parole et tout est calé dans le temps. Voilà, tel morphème à tel moment, telle syllabe à tel moment. Donc c'est très riche. Et chaque langue a un certain nombre de locuteurs, un bon nombre de locuteurs, des enregistrements. Et puis ces enregistrements, souvent c'est un locuteur, parfois deux, si c'est une conversation. C'est découpé en petites sections et on peut travailler avec ces sections-là. Donc on a un corpus d'une richesse qui est vraiment remarquable, c'est vraiment un très bon corpus. Et donc là, voilà, là on a travaillé pas tout sur toutes les langues, on a pris les langues pour lesquelles on avait des traductions en anglais, vous allez voir pourquoi. Il y a des fois des traductions en espagnol ou en français. On a toute l'analyse morphologique, c'est des langues qui viennent de tous les coins du monde. Et là on a presque 300 locuteurs, on a 19 000 petites sections à analyser, on a 28 heures d'enregistrement, enfin c'est vraiment un corpus, encore une fois, l'étape d'après par rapport à ce qu'on avait pu faire auparavant. Et donc, on a le sexe du locuteur, on a son âge, on a la langue, on a la durée de la petite section, on peut mesurer les syllabes, la débit par seconde, on peut regarder les morphèmes aussi, le débit par seconde. Euh, on peut calculer la densité d'information syllabique ou morphémique, exactement comme on avait fait dans notre première étude, sauf que cette fois, comme on a la traduction en anglais, on prend le nombre de syllabes en anglais, et puis on va recalculer exactement cette densité d'information avec la même approche. Et ça correspond, on va dire, à l'encodage de l'information. Et puis, ce qu'on a fait à côté, ben, on a mesuré la quantité d'informations. Et là, maintenant, en 2000 et brouettes, on a des modèles de langage. Ça ne sert à rien de prendre le plus grand. On part sur GPT-2, parce qu'en fait, c'est les modèles dont la prédiction du token d'après correspond le mieux à la façon à la vitesse à laquelle on lit quand on lit mot après mot. Quand on prend des modèles plus récents, en fait, ils sont moins humains d'une certaine façon. Donc, il ne faut pas prendre un modèle trop gros. Mais à chaque fois, ces modèles-là, en fonction du début du texte, pour la syllabe ou le morphème d'après, en fait, en vrai, du token d'après, ils nous disent la quantité enfin, l'entropie
c'est ce que sort le modèle. C'est comme ça que marche un grand modèle de langage. Et donc, c'est beaucoup plus fin pour mesurer la quantité d'informations et la densité d'informations que ce qu'on avait pu faire auparavant. Donc très bien. Et on utilise des modèles statistiques un petit peu compliqués, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de prédire le débit syllabique ou le débit de c'est pas morphologique, ça serait plutôt débit morphémique, je suis désolé. Et ce qui est bien avec ces modèles-là, c'est qu'on peut regarder l'influence d'un facteur en contrôlant tous les autres facteurs, donc toute autre chose étant égale par ailleurs. Et on va regarder différents prédicteurs du débit de parole, la densité d'information, la quantité d'information, le sexe, le type de texte, etc., etc. Donc l'analyse statistique est un peu plus musclée, on va dire. Et quand on regarde, eh ben, on retrouve évidemment tout ce qu'on a trouvé auparavant. Et alors, on avait déjà regardé les différences entre les hommes et les femmes auparavant, mais on n'avait pas forcément énormément de gens. Là, on peut regarder avec 300 locuteurs. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, on va trouver que si on regarde le graphe ici, le premier en haut à droite, ben, en moyenne, c'est très clair, hein, on le voyait déjà avant, les hommes parlent plus vite que les femmes. Voilà. Pourquoi? Bonne question. On voit, c'est très clair. On voit aussi que quand on vieillit, on a tendance à ralentir son débit de parole, ce qui n'est peut-être pas forcément surprenant, mais néanmoins, je vois, quand on est 50, 60, 70 ans, c'est pas non plus qu'on a perdu, enfin, à moins d'avoir un problème physiologique, mais c'est pas que nos capacités articulatoires diminuent tant que ça. Est-ce que c'est sociolinguistique? Est-ce que c'est physiologique? Ça, c'est à creuser, mais voilà, on voit ça, c'est aussi très net. On voit notre compromis, notre trade-off habituel. Plus il y a d'informations par unité syllabique, enfin par syllabe, plus le rythme est lent. Et puis, on voit que plus on essaie de transmettre d'informations, plus la surprisal est importante la section, plus on accélère. Donc, plus on veut dire que plus on a des choses à dire, ben, on parle un peu plus vite pour arriver à tout faire rentrer. Et c'est en plus du phénomène du trade-off précédent. Et puis, il y a d'autres éléments sur lesquels je passe pour pouvoir finir dans les temps. Très bien. On regarde avec les morphèmes, c'est tout pareil. Donc, c'est bien. C'est pas juste au niveau des syllabes. On retrouve la même chose. On l'a fait aussi au niveau des segments. Et c'est aussi exactement la même chose. Donc, c'est à différentes échelles. Très bien. Tout est robuste. Tout est là. Et alors, ce qui est intéressant, donc, c'est que les hommes parlent plus vite que les femmes en moyenne. D'une langue à une autre, on parle plus ou moins vite. Ça bouge avec l'âge. Et si comme on a ces modèles statistiques, on peut enlever tout ça et regarder ce qui reste comme variation d'un individu à un autre. On gomme l'effet du sexe, on gomme l'effet de la langue, on gomme et on regarde ce qui reste. Et là, on voit que la variation interindividuelle qui reste, elle n'est pas si élevée que ça. En moyenne, toute autre chose étant égale par ailleurs, encore une fois, il y a une variation de 0,4, 0,5 syllabes par seconde entre deux individus. C'est un résidu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une distribution gaussienne. Et en fait, mathématiquement, il y a des choses comme le QI ou comme la taille ou comme le poids, quand vous regardez dans la population, c'est extrêmement gaussien. Alors, le QI, c'est calculé pour être gaussien, donc c'est un peu tordu, mais l'idée, c'est qu'il y a un théorème mathématique, le théorème de la limite centrale, qui dit que quand vous avez plein d'éléments qui viennent jouer, par exemple pour déterminer le poids ou la taille, ça va conduire à une distribution gaussienne. Et donc là, peut-être qu'il y a plein de facteurs qui font que les individus, encore une fois, en omettant leur sexe et la langue qu'ils parlent et leur âge, font qu'ils ne parlent pas tout à fait au même débit, enfin, avec le même débit de parole, et ça nous donne une distribution gaussienne à la fin. C'est intéressant. Et donc voilà où on en est rendu. Alors, on peut faire plein de choses en plus qu'on explore maintenant. Maintenant, on regarde des séries temporelles de paroles. Donc on voit par exemple, on se pose des questions sur est-ce que les femmes, par exemple, ou les hommes vont avoir tendance à varier plus leur débit de parole au cours enfin, quand ils parlent ou pas. On vient vraiment regarder au cours du temps plutôt que de toujours moyenner comme dans ces études-là. Et il y a des choses intéressantes qui sortent un petit peu. Mais si on discute d'une façon plus générale, bon, il y a des résultats au fil des années, on est sûr maintenant, je pense que c'est vraiment clair. Voilà, on a des langues rapides, mais légères, et des langues plus lentes et denses, puis des langues intermédiaires, et on a ce trade-off. Et donc, on a des langues qui ont des caractéristiques enfin, des règles pour assembler les sons au sein de morphèmes et de mots et de phrases, des règles de grammaire, des règles de syntaxe. Voilà, vraiment des langues qui sont très différentes les unes des autres, mais néanmoins, elles se ressemblent beaucoup en termes de débit d'information. Donc il y a quelque chose un peu presque universel d'une certaine façon, et ça suggère que les langues, ben, elles sont également efficaces quand on s'intéresse à cette définition de l'efficacité qui est le débit d'information. Voilà, donc elles sont voisines. Il y a cet attracteur de 39 bits par seconde
Et je pense, voilà, c'est quelque chose qui est solidement établi et c'est pas inintéressant. Il y a ces différences interindividuelles. Donc, il y a une différence voilà, entre les hommes et les femmes. C'est très clair, on le voit tout le temps. Je vous ai parlé tout à l'heure de faire regarder en parole silencieuse, en lecture silencieuse, et pas seulement en lecture à voix haute. Quand on regarde en lecture silencieuse, les hommes et les femmes, ils lisent à la même vitesse. Donc, c'est quand on passe au niveau de la parole, quand on vraiment, que là, il y a une différence. Est-ce que c'est quelque chose de socio-linguistique? Alors nous, dans nos corpus, la façon enfin, on a toujours le sexe. Donc c'est homme ou femme, c'est pas tout à fait la même chose que le genre, forcément. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait travailler peut-être davantage là-dedans sur ces questions-là? Il y a encore à explorer, ça c'est sûr. Quand on a un individu bilingue, comment ça marche? Il parle la langue A et il parle la langue B. Si la langue A, c'est une langue rapide et que la langue B, c'est une langue lente, et le fait qu'il maîtrise les deux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a tendance à être plus lent dans la langue rapide et plus rapide dans la langue lente parce qu'il maîtrise les deux et que c'est toujours le même cerveau et les mêmes processus cognitifs à l'intérieur de cette personne-là? Est-ce que les deux langues sont très différentes dans le cerveau et ça fait que, en fait, c'est complètement séparé? C'est des questions intéressantes. Le problème de ça, nous, on a essayé un petit peu, mais si vous travaillez par exemple avec des locuteurs de deux langues qui sont assez voisines en termes d'encodage et de débit, ça va pas vous apprendre grand-chose. Donc, il faut trouver des locuteurs bilingues. Voilà. Alors, moi, je voulais le faire, mais j'ai jamais eu le temps de le faire. C'est, par exemple, prendre des individus qui sont bilingues, mandarin, japonais, ou mandarin, coréen. Il y en a. Et donc là, c'est des langues qui sont vraiment très différentes. L'encodage dans les syllabes, le fait d'avoir des tons, etc., etc. Et ça, ça demande à être étudié un peu plus et ce serait intéressant pour comprendre un peu comment des langues différentes sont gérées dans la tête et ce que ça donne, quoi. Ou si vous regardez des individus bilingues à Montréal, leur débit en anglais moyen et leur débit en français moyen, comment il est par rapport à des Français de métropole et des Anglais, des anglophones en Grande-Bretagne, aux États-Unis, qui sont monolingues. Voilà. Et alors, c'est intéressant, c'est justement, quand on fait de la linguistique, l'anglais, c'est central, parce que c'est là où on a le plus de ressources, et on a le plus d'études, c'est avec l'anglais. Toujours l'anglais, c'est un peu incontournable, toutes les théories génératives, etc. Et l'anglais a eu un rôle essentiel. Mais est-ce que l'anglais, il est standard ou pas quand on prend un ensemble de langues assez variées? Donc ça, c'est intéressant, c'est que par exemple, sur le plan morphologique, si on place l'anglais par rapport aux autres langues de notre corpus d'Oreco, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, il est vraiment dans la norme. Par contre, si vous regardez sur le plan syllabique, il n'est pas dans le cluster central de langue. Vous voyez, là, on a le débit d'information, le débit syllabique en axe vertical, puis en axe horizontal, on a la densité d'information par syllabe. On a toutes les langues. Et puis, vous voyez que, bon, en gros, les langues, elles sont, il y a, ma souris apparaît, voilà. Il y a un petit cluster, enfin, voilà, c'est un peu ici le cluster. L'anglais est un petit peu à l'écart. Voilà. Donc, c'est juste pour, en termes de réflexion, est-ce qu'il faut toujours s'appuyer sur l'anglais? Évidemment, si on peut ne pas toujours prendre l'anglais comme référence et avoir cette diversité typologique, ça nous permet de vraiment regarder le langage tel qu'il est à travers la diversité linguistique et de ne pas se réduire voilà, aux langues indo-européennes ou à l'anglais en particulier. Notre approche, elle est quantitative et elle est assez réductrice de la langue parce qu'elle est quantitative. En particulier, voilà, quand on parle, on n'a pas en tête, OK, je vais adapter mon débit maintenant. On n'a pas un arrière-plan dans la conscience qui nous dirait qu'il faut qu'on fasse attention à moduler le débit d'information. On a des impressions qu'il y a des langues plus rapides que d'autres. On voit qu'on sent qu'il y a des gens qui parlent plus vite que d'autres, mais ce n'est pas quelque chose qui est explicite. Nous, on a une approche où la sémantique est réduite à une caractérisation de la surprise créée par la production d'une syllabe ou d'un morphème ou d'un mot. Alors, c'est très ancré dans des données linguistiques, on a des données dans plein de langues, donc ça a cette forme de validité-là, mais notre approche de la sémantique, elle est assez réductrice. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder aujourd'hui ce qu'on fait avec les grands modèles de langage, et en fait, un grand modèle de langage, c'est aussi une approche anthropique, en fait. C'est la même chose, et c'est une sémantique distributionnelle, on estime le sens, puis à l'entropie, en fonction de comment les mots, ou les tokens, c'est un peu différent des mots, sont distribués les uns par rapport aux autres. Néanmoins, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec cette sémantique distributionnelle, donc sans toucher à toute la façon dont on fait sens des choses en tant qu'être humain, on peut être critique, mais néanmoins, ça marche quand même vraiment bien, quoi. Les modèles de langage, avec cette approche très réductrice de la langue, enfin, donne l'impression qu'ils comprennent au moins jusqu'à un certain seuil.
Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous, en espérant que ça vous aura intéressé. Et si vous avez des questions, je suis heureux d'y répondre. Merci.